Bonjour et bienvenue à cette première revue hebdomadaire de Québec Nouvelle pour l'année 2023. Donc, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ça. J'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes. Donc, aujourd'hui, justement, pour commencer l'année, on va faire un tout petit retour sur 2022. Donc, ça a été quand même une année assez chargée, vraiment. Et ça va être un petit peu mon point, c'est le côté un peu bipolaire de cette année-là. Elle a terminé d'une manière complètement différente de comment elle avait commencé. Donc, on va revenir un peu là-dessus. On va revenir un petit peu sur la controverse autour de Jordan Peterson dans les dernières semaines. Sur celle autour de McKinsey aussi. Je ne sais pas si vous avez vu là, cette espèce d'entreprise d'expertise conseil qui semble tirer les ficelles de tous les gouvernements mondiaux. On va revenir aussi sur la démission de Sophie Brochu de Hydro-Québec. Donc, pour commencer, alors, premier thème, 2023. Je vais essayer de faire court, mais ça se pourrait que je m'étende un peu. Euh, donc, comme je disais, une année un peu bipolaire. Et en fait, je crois que je vais dire littéralement, cette année-là, j'ai l'impression qu'on m'a révélé pour moi que les Québécois, en tant que tels, c'est une société assez bipolaire. Bon, on le sait, on a des climats assez extrêmes, hein. Entre l'hiver et l'été, c'est complètement des mondes différents. Et ça fait en sorte que j'ai l'impression que les Québécois, justement, souvent, quand ils passent à l'été, tout ce qui s'est passé à l'hiver, on oublie ça. Hein, comme dirait Legault, c'est des vieilles histoires. C'est ça, quand on repense à ce qui s'est passé en 2022, il faut se rappeler, hein, début de 2022, janvier, on était en pleine panique. J'ai l'impression que c'était quasiment comme l'apogée de la pandémie. Là. On avait annulé les fêtes, il y avait un couvre-feu, c'était la panique Omicron. Là. Tout le monde se mettait à avoir le coronavirus, le COVID, etc. Et là, on était dans des mesures vraiment extrêmes. Là. Vraiment, on a annulé les fêtes, on a mis un couvre-feu. Là, on se mettait à parler de peut-être mettre une espèce d'impôt spécial pour les non-vaccinés. On voulait renvoyer les non-vaccinés des établissements de santé. Tu sais, c'était la grosse panique. Là. Et c'est comme ça que l'année 2022 a commencé. C'est pour ça que je dis c'est quand même assez surprenant parce que je veux dire, ça a été une année difficile à plein d'autres niveaux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement l'impression d'être sorti de la pandémie, bien que, bon, dans les derniers temps, il y a comme des craintes qui remontent à cause de ce qui se passe en Chine. Mais ça crée quand même une espèce de division tellement intense entre notre été et comment que l'année avait commencé. Donc 2022 commence, c'est ça, grosse panique intense. Et là, comme vous savez, vous vous rappelez bien, il y a eu les convois de la liberté, les convois de camionneurs, qui justement, c'est ça, dans cette ambiance-là, il y a eu pour la première fois, je pense, au Canada et même au Québec, une espèce de contre-courant là, qui disait là, c'est assez, là, sacrez-nous patience. Là, c'était en lien avec l'interdiction là, des passages de non-vaccinés aux frontières ou pour les camionneurs, etc. Et c'est ça, ça crée une situation où là, il y avait cette manifestation intense pan-canadienne. Tu sais, c'est extrêmement rare qu'au Canada, on a des manifestations d'ampleur de ce genre-là. Donc là, il y a des camionneurs de partout qui se rendaient jusqu'à Ottawa. Et l'événement a été caractérisé, comme d'habitude, hein, d'extrémistes. Hein. On disait que c'était de l'extrémisme de droite. Là, on mettait des drapeaux, on mettait des images de drapeaux nazis dans le fond d'un parc. Là. Et là, on disait que c'était des extrémistes, qu'il y avait des matières explosives partout sur le site, alors que bon, c'était comme pour des fours, des barbecues, etc. Au bout du compte, c'était un truc ultra festif. Il y avait du monde, il y avait des DJ, le monde dansait à Ottawa et tout. Et là, le monde s'est mis à dire on est assiégé. Là, c'est une insurrection. Ils essayaient de faire des liens avec le 6 janvier là, américain. Et là, pour nous, c'était comme au Canada, on a notre 6 janvier. Une espèce de grosse panique, ce qui a fait en sorte que là, Justin Trudeau a mis en place un état d'urgence. Et si vous avez regardé la commission d'enquête sur l'état d'urgence récemment, beaucoup d'éléments qui démontrent qu'il n'y avait pas nécessairement une nécessité de mettre un état d'urgence. J'ai l'impression que Justin Trudeau voulait seulement son moment Just Watch Me, hein, comme son père. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça l'a brisé un peu cette ambiance pandémique. C'était la première fois où le peuple exprimait un peu un ras-le-bol. Et même ce mouvement-là s'est répandu un peu partout. Hein. Il y a eu une réplique un peu hein, pour les gens, les agriculteurs aux Pays-Bas. Les États-Unis ont essayé d'en faire un aussi, un convoi de camionneurs. Donc vraiment surprenant. Rare qu'au Canada, il y a des mobilisations de grande ampleur. Souvent, on reste plus dans nos provinces. Et donc, c'est ça. Bon, à partir d'à peu près, ça c'était en février, fin janvier, février, mars, je pense. Plus autour de mars, je pense. Mais c'est ça, mais dans le même temps aussi, une autre chose qui nous a fait oublier cette pandémie-là, qui a comme créé une espèce de rupture par rapport à la pandémie, l'invasion russe de l'Ukraine, évidemment. Une invasion qui, au bout du compte, faisait suite à des années de, de,
de guerre en Ukraine. La guerre n'a pas commencé en 2022, il faut quand même le dire. La guerre a commencé lors des manifestations d'Euromaïdan là, autour de 2013-2014. 2014, vraiment, c'était rendu assez... c'était une guerre civile là, en Ukraine, là, dans l'Est, durant un bon temps. Bon, évidemment, il y avait des accusations comme quoi la Russie envoyait des soldats clandestinement. Mais au bout du compte, c'est là que ça a commencé. Là, il y avait les territoires autour de Donetsk, Luhansk, qui avaient proclamé des républiques, qui voulaient être indépendants ou voir se faire annexer à la Russie. La Russie, à ce moment-là aussi, avait annexé la Crimée. Donc, ben, c'est ça, comme je dis, ce qui changeait en 2022, c'est l'invasion massive et ça faisait longtemps qu'on avait vu un conflit armé aussi assumé, aussi décomplexé. Alors l'idée était littéralement de subjuguer l'Ukraine et je le dis tout le temps que et c'est pas parce que je cautionne ça, je suis pas nécessairement d'accord, mais ça fait du sens que la Russie voulait subjuguer l'Ukraine parce qu'au bout du compte, euh, s'il y avait simplement porté assistance aux régions russophones de l'Est de l'Ukraine, parce qu'on le sait que c'est des régions russophones, c'est des gens qui parlent russe, hein, ils ne parlent pas ukrainien, et c'est pour ça qu'il y a cette division-là en Ukraine. Si la Russie avait simplement porté assistance, ben, ça aurait simplement figé le front encore davantage. Donc le but de subjuguer l'entièreté de l'Ukraine, c'était pour régler le conflit une bonne fois pour toutes. Bon, évidemment, on a vu que ça s'est enlisé. Hein, les Ukrainiens ont bien résisté et au bout du compte, on leur envoie quand même pas mal d'argent et pas mal d'armement, donc c'est sûr que ça aide. Et, euh, la Russie elle-même, hein, ses capacités militaires, peut-être que c'était surestimé. Elle s'est enlisée, hein, elle n'a pas réussi à prendre Kiev au bout du compte, réussi à consolider ses positions. Si on regarde aujourd'hui, là, ses positions dans l'Est sont tout de même sécurisées. Elle s'est retirée de la rive ouest du Dniepr autour de Kherson parce que ça aurait été difficile de tenir Kherson durant l'hiver. Elle se maintient à l'est du Dniepr. Et là, en plus, il y a beaucoup de triomphalistes. Les gens ont l'air de dire la Russie, c'est fini, hein, l'Ukraine reprend tout, mais la Russie est en train de faire une bonne offensive autour de Bakhmut, qui est une ville qui est quand même assez stratégique de par son côté mitoyen là, entre Kharkov et les régions plus du sud. Donc, la guerre est loin d'être finie. Là. Il y a beaucoup de va-et-vient entre l'Ukraine et la Russie, mais au bout du compte, c'est loin d'être fini. Et la Russie a quand même réussi à sécuriser certaines régions à l'est, a proclamé l'indépendance des régions et l'annexion. Euh, donc, il y a ça. Puis comme je dis, c'est que cet enjeu-là avec la Russie, qui envahit l'Ukraine, a comme on pourrait une espèce de rupture complète. Alors, durant 2 ans, on était entièrement mobilisés, hein, une mobilisation dans une espèce de ce qu'on considère comme une guerre. On était entièrement mobilisés pour aller se faire vacciner, se confiner, etc. Donc la mobilisation contre l'ennemi invisible qui était le coronavirus. Et là, c'est comme si du jour au lendemain, on a changé dans les descriptions Twitter, on a changé les vaccins contre des petits drapeaux ukrainiens. Là, du jour au lendemain, tout le monde était rendu en mobilisation intense pour soutenir l'Ukraine. Donc, je ne suis pas contre qu'on soit pour la mobilisation pour soutenir l'Ukraine. C'est juste qu'au niveau de l'intensité, c'était la même intensité que la mobilisation qu'on avait sur le coronavirus. C'est comme si du jour au lendemain, on passe de la situation de la pandémie à l'Ukraine. Et ça crée cette situation-là. C'est ça. C'est complètement... On oublie complètement tout ce qui s'est passé avec la pandémie. On passe à ça. Et puis bon, c'est ça. Fait que là, à partir du printemps, ben là, on était dans le déconfinement en plus. Les gouvernements commençaient à alléger les mesures. Hein, même, ils ont pratiquement toutes disparu à partir du printemps au Québec. Et ben, c'est ça. Ça a créé une situation où là, ben, on est revenu avec des enjeux plus normaux, disons. Plus normaux, pas nécessairement. On a vu l'ascension de la violence à Montréal, hein, qui était assez intense, la violence des gangs de rue majoritairement. Mais aussi plein d'enjeux, admettons, la lecture des comptes de Barbade, espèce de cancellation du Grand Prix de Montréal parce que ça serait une représentation masculiniste et polluante, hein, un sport masculiniste et polluant. Donc, beaucoup d'enjeux woke durant l'été. Hein, c'est rendu comme la norme. Hein, à chaque semaine, on a une nouvelle controverse. Et, il y a beaucoup de gens qui ont dit que 2022 était peut-être une année où on voyait comme pour la première fois comme une espèce de contre-révolution, hein, contre le wokisme, où dans le fond la population se battait en retour, dans le fond confrontait le wokisme. Personnellement, je ne suis pas aussi optimiste. J'ai l'impression que le wokisme est très très implanté dans nos institutions
Et au bout du compte, on a beaucoup de chroniqueurs en ce moment qui en font, dans le fond, leur fonds de commerce. Hein. C'est très payant parce qu'au bout du compte, c'est des machines à clics. Au bout du compte, tous les enjeux woke, hein, ça va créer du clic. Et ça fait en sorte que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup si je pense, admettons, au Journal de Montréal ou etc., il y a beaucoup de nos chroniqueurs qui s'insurgent, qui déchirent leur chemise à chaque semaine, mais qui, au bout du compte, en profitent pas mal. Donc, j'ai l'impression que peut-être que les gens aiment ça en parler, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un recul nécessairement du wokisme pour autant. Ou en tout cas, pas assez significatif pour dire que 2022 est vraiment un retour contre ça. Donc, c'est ça. Puis là, après, ça revient à la normale. Hein, on se déconfine. Je voulais revenir sur la Saint-Jean aussi, parce que, bon, c'est sûr qu'on a parlé, suite à l'élection, beaucoup serment du roi français, etc., situation du Québec. J'avais écrit un article sur la Saint-Jean que les gens avaient beaucoup apprécié, que je pense qu'il vaut la peine de réfléchir. La Saint-Jean, c'est mort. La Saint-Jean-Baptiste au Québec, c'est mort. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'un peuple dont la fête nationale est morte? Ben, c'est ça. Donc, avant de parler du français, il faudrait peut-être aussi parler des événements. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'au Québec, on focalise trop sur, dans le fond, pas les causes des événements, mais sur les conséquences. Donc, on dit le français tombe, il faut qu'on protège le français, mais on ne s'interroge pas sur pourquoi la culture québécoise est en déclin. Parce que c'est pas le français qui est en déclin, c'est la culture québécoise. Et là, quand on regarde ça, la Saint-Jean-Baptiste qui est complètement mort, ben, c'est qu'on fait constamment ça. La Saint-Jean-Baptiste, c'était une espèce de fête un peu latine, un peu à l'européenne, qui était très distincte sur le continent américain, hein, qui nous rapprochait plus des Français, des Espagnols. Les Espagnols, admettons à Barcelone, on a San Juan. En France, il y a les fêtes de la musique, c'est à peu près la même chose, tout le monde se rassemble dans la ville. Et on est passé de cette Saint-Jean-Baptiste-là qui était très conviviale, hein, que les gens apportaient leur propre glacière, se faisaient un petit feu de camp sur les plaines, ça jasait toute la soirée, ça parlait avec tout le monde se souhaitait bonne Saint-Jean, à la bombe en 2011 qui a décidé oh bon les caisses de bière c'est plein, c'est fini. Les colons versus les patriotes. Patriotes selon lui, qui sont des douchebags qui se rassemblent sur Grande Allée. Puis là, dans le fond, il a réuni la Saint-Jean autour d'un secteur festif à Grande Allée. Donc, on est passé du côté très convivial à s'acheter des bières à 7$, des Budweiser à 7$ sur Grande Allée. Je veux dire, aussi bien aller sur Grande Allée un autre jour que la Saint-Jean. Je veux dire, c'est juste plus contrôlé, il y a plus de policiers et il y a moins de possibilité de faire des trucs. Au bout du compte, c'est ça que je disais, c'est triste. Mais l'ouverture des terrasses au Grand Allée est rendu un plus gros événement que la Saint-Jean-Baptiste. Donc bref, simplement une espèce de réflexion par rapport à ça pour dire qu'il y a un problème majeur au Québec. Le Québec veut tellement paraître comme propre de la bonne société, hein, que c'est comme tout ce qui lui rappelle son côté un peu colon, un peu vulgaire, hein, un peu exubérant dans le mauvais sens. Il veut tellement tout effacer ça pour qu'il est devenu plus puritain que les anglo-saxons. Ça fait aucun sens. On est tellement rendu puritain. On a fait la même chose avec le carnaval. Carnaval, je connais personne de la ville de Québec qui va au carnaval. Pas peut-être des familles là, ou des touristes. Mais je connais personne de mon âge ou des adultes qui vont là pour le plaisir. Et c'est la même chose. Dans le temps, c'était un fait. Le monde se mettait du caribou dans les cannes, puis ça passait de bord en bord. C'était un événement très festif. On a tué ça. À chaque fois au Québec, à chaque fois qu'on veut rendre une fête plus familiale, c'est toujours l'exemple qu'on donne, à chaque fois on la tue. Et bon, c'est ça. Tout ça pour dire que, c'est ça, j'ai assisté à la Saint-Jean de Québec cette année et je peux vous le confirmer, c'est complètement mort. Donc, il va falloir qu'il y ait un questionnement au Québec par rapport à comment qu'on gère notre fierté nationale, il va falloir à un moment donné qu'on en revienne là, de vouloir tout rendre ultra respectable. Je veux dire, le fait de se rassembler avec des caisses de bière sur les plaines d'Abraham, en autant qu'il n'y avait pas de violence, c'était correct. Et c'est sûr que si tu rassembles des centaines de milliers de personnes sur les plaines, c'est sûr qu'il va y avoir des cas de débordement. Mais tout comme il y a des débordements à chaque vendredi soir aux sorties de bar à 3h du matin. Genre, les policiers vous le diront, là, les sorties de bar, c'est toujours le bordel. À chaque jour. Ouais, chaque jour. Les gros jours, mettons, jeudi, vendredi, samedi. Donc, si on est capable d'accepter ça à chaque semaine, à longueur d'année, je vois pas pourquoi on devrait refuser ça pour la Saint-Jean. Bon, en tout cas, parenthèse, c'est pas nécessairement important, mais je voulais en parler parce que ça avait fait jaser pas mal. Mais c'est ça. Fait que là, après, on a eu, comme je disais, Grand Prix. On a eu la visite du pape aussi. Visite du pape.
qui, bon, il y a eu des critiques, le monde disait que ça ne va pas nécessairement résoudre. Hein, le but était de venir se réconcilier avec les Premières Nations. Les gens disaient bah, ça ne va rien résoudre au bout du compte. Effectivement, je crois que on utilise chez Québec Nouvelle l'expression réconciliation. Je crois qu'au bout du compte, vraiment, la meilleure manière de se réconcilier avec les Premières Nations, c'est par le développement économique, c'est par le développement culturel, c'est par la création de richesses. Et c'est à noter aussi que beaucoup de communautés autochtones habitent dans des territoires plus éloignés, hein, des régions plus éloignées, et là où il y a beaucoup de projets miniers, gaziers, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités dans ces domaines-là. Souvent, les gens essayent d'opposer les Autochtones, les Amérindiens, euh, au développement économique, au projet de gaz, etc. On aime bien les voir comme des bons sauvages, hein, comme des Pocahontas encore à analyser l'esprit des arbres et à méditer, à fumer du tabac ou de l'encens, faire des powwows. Le fait est que ça reste des êtres humains qui vivent en 2022 et leurs régions sont extrêmement riches de ressources naturelles. Et souvent, ben, tu as des gens du plateau Mont-Royal à Montréal là, qui vont essayer de s'interposer entre les deux puis dire que non, ils devraient rester dans des tipis. Mais ben, c'est ça, nous, notre position chez Québec Nouvelle, c'est que non, il y a beaucoup de développement économique qui pourrait être fait et les Premières Nations pourraient en profiter vraiment beaucoup. Donc, on parle de réconciliation. Donc, maintenant que le pape vienne s'excuser au nom des pensionnats autochtones, bon, ok, d'un point de vue symbolique, mais c'est sûr qu'on le sait qu'au bout du compte, comme beaucoup de gens l'ont dit, ça ne change pas grand-chose sur les conditions matérielles actuelles des Autochtones ou sur le vrai, les vraies réparations, disons, qu'ils pourraient réclamer. D'autant plus que, bon, cette histoire-là de pensionnats autochtones, il faudrait commencer par exhumer des corps pour vrai. Parce que là, à ce stade-ci, c'est seulement des scans qu'il y a. Je dis pas que c'est faux. Et oui, il y a des fausses. Bon, il y a des tombes anonymes, mais ils n'ont pas été exhumés. C'est quand même à préciser. Il faudrait qu'à un moment donné, ils finissent par les exhumer pour avoir des preuves tangibles et donc après que ça poursuive d'un point de vue légal. Donc c'est ça, le pape. Et à noter aussi que le pape, intéressant, quand il était à la citadelle de Québec, il avait critiqué le wokisme. Il avait affirmé son opposition à cette espèce de pureté idéologique-là qui venait des militants. Donc intéressant de voir que le pape qui a été critiqué pas mal, hein, le pape François là-dessus, qui était plus, disons, un peu de tendance marxiste hein, d'Amérique du Sud, un pape plutôt de gauche, François qui a choisi en l'honneur de François d'Assise, hein, qui était vraiment dans cette dynamique de pauvreté absolue. Donc vraiment un pape, on peut voir, c'est l'humilité extrême, hein, et on peut voir ça d'une bonne manière, hein, plutôt progressiste, mais qui était aussi, qui s'ingérait un petit peu en politique. Et ça, c'est un point essentiel. Hein, c'est que la religion reste la religion et la politique reste la religion, la politique. Euh, si on pense à un pape, son équivalent, c'est l'empereur. Donc, l'empereur contrôle la politique, le pape contrôle la religion. Et quand François se mettait à critiquer, admettons, des politiciens, moi, je suis un puriste là-dessus, je trouve que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Donc, François a été critiqué souvent parce que justement, il avait une position très de gauche, très moralisatrice. Mais intéressant de voir que bon, il va quand même pas jusqu'aux extrêmes du wokisme, mais il a critiqué le wokisme. Donc, c'était la première fois que je voyais comme un peu une espèce de retour du pape François là-dessus. Et donc, c'est ça. Donc, la visite du pape, c'était tout de même intéressant. Sinon, ben, si on continue, ben, c'est ça. Durant l'été, là, après, c'est là que toutes les conséquences de la pandémie et de la crise en Ukraine, ils ont commencé à remonter à la surface. Et là, on a vu qu'est-ce que ça, c'était quoi les résultats de ça exactement. Donc, juste à penser à tout l'argent qui a été gaspillé et donné aux gens pendant la pandémie, tous les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Bon, évidemment, ça a créé une crise d'inflation. Ça a créé aussi, ça a fait monter le prix du gaz d'une manière exceptionnelle. Donc, tout est déstabilisé. Là, crise aussi, pénurie de personnel, etc. Donc, on est comme entré dans l'espèce de lendemain de brosse là, de cette situation-là. Et au niveau de l'Ukraine, ben, on le sait, l'invasion de l'Ukraine, avec les sanctions qu'on a mis à la Russie, le fait que l'Europe ne peut plus s'approvisionner en gaz alors qu'une bonne partie de son approvisionnement venait de Russie, là, ça a complètement déstabilisé l'économie mondiale et ça a fait en sorte que ben, c'est ça, le prix de l'énergie a monté en flèche. Et là, à la fin de l'été,
on s'est mis à nous parler de plus en plus de sobriété énergétique. Et là, Macron, aux Français, il disait ça va être un hiver difficile. C'est la fin de l'abondance, qu'il disait. Et là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu une tendance qui est en train de s'établir. C'est qu'on est en train de nous dire que c'est nous, c'est de notre faute à nous. C'est nous le problème. C'est le peuple qui doit écoper, qui doit commencer à se serrer la ceinture. C'est de l'austérité énergétique, si on veut. Et le message est rendu martelé partout. Donc, on comprend qu'en Europe, comme je dis, c'est la rupture de l'approvisionnement du gaz russe qui a fait en sorte que du jour au lendemain, là, il n'y avait plus d'approvisionnement. Mais là, c'est sûr que ça crée une situation où il faut que tu trouves une nouvelle manière d'acquérir de l'énergie et tu vas essayer de couper dans tes dépenses énergétiques si tu en fais trop, etc. Mais il faut noter aussi que l'Europe s'est tirée dans le pied. Et c'est là aussi que ça devient intéressant. Je crois que 2022 est devenu une année emblématique sur les enjeux énergétiques. Je veux dire, les enjeux énergétiques étaient prépondérants durant toute l'année. Surtout à cause de ça. Parce que là, c'est là qu'on a réalisé qu'au bout du compte, c'est bien beau de parler de transition énergétique, mais la sécurité énergétique doit primer. Parce qu'il se crée un phénomène un peu paradoxal quand, à force de vouloir transitionner d'une manière énergétique pour remplir, admettons, des objectifs par rapport au climat, si les règles deviennent trop sévères, ben ça éclate à quelque part d'autre. C'est comme un peu de quoi qui bouille, que tu essaies de fermer une casserole qui bouille, ça va essayer de sortir à quelque part. C'est un petit peu le même principe. Et c'est ce qui fait en sorte que si les normes environnementales deviennent trop strictes, mais ça peut créer l'effet complètement inverse, de créer plus d'émissions, parce qu'au bout du compte, les gens doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Et ben, dans le cas de l'Allemagne, ils sont sortis du nucléaire, ils ont essayé de sortir le plus possible du gaz. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois? Ils se sont mis à brûler du charbon comme ils n'en ont jamais brûlé. En ce moment, en fait, dans le monde, je pense qu'on n'a jamais brûlé autant de charbon que dans toute l'histoire. Donc, c'est le résultat de politiques où on a mis de l'avant la transition avant la sécurité. Mais si tu n'es pas sécuritaire, si tu n'es pas sécure d'un point de vue énergétique, ben comme je dis, c'est sûr que tu vas retourner à des sources d'énergie plus brutes, plus polluantes. Alors que si, admettons, au Québec, on prioriserait le gaz naturel, puis on exporterait en Europe, ben ça permettrait à l'Europe de brûler moins de charbon et au bout du compte, on aiderait à créer moins d'émissions. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un petit peu contre-intuitif, mais ça reste primordial. C'est qu'il faut la sécurité avant la transition. C'est un petit peu comme, tu sais, c'est un petit peu comme, faut pas mettre le chariot devant les bœufs, là. Tu sais, dans le sens où il faut d'abord être sécuritaire d'un point de vue énergétique pour pouvoir avoir de la latitude pour après ça pouvoir transitionner. Et là, c'est ce qui fait en sorte que là, au Québec, ça devient quand même assez dramatique parce que nous, bon, on n'a pas d'approvisionnement russe là, de gaz. Mais là, on réalise qu'on veut tout transitionner vers l'électricité. Mais notre réseau de distribution est vieillissant. On l'a vu pendant la dernière tempête. Il fait en sorte qu'on a des plus longues pannes, on a plus de pannes de plus longue durée, hein, de plus en plus dans les prochaines années, ça va être ça. Il faudrait qu'on remplace la moitié de notre réseau de distribution pour vraiment se remettre à jour. Et en même temps, là, on veut abolir les voitures à essence, on veut plus de voitures électriques. Là, il y a de plus en plus de technologies, hein, que ce soit des bases de données, etc. T'sais, on a de plus en plus besoin d'électricité, mais en même temps, on veut à tout prix faire la transition. Et là, on nous parle de la même chose au Québec. On a dit sobriété énergétique. On va faire soit des éoliennes, soit sobriété énergétique ou des barrages. C'est comme un faux dilemme. Là. On le sait qu'il va falloir faire des barrages. C'est certainement pas des éoliennes et la sobriété qui va régler nos enjeux énergétiques. Monsieur Legault a dit qu'il faut qu'on construise l'équivalent de la moitié d'Hydro-Québec d'ici 2050. On nous dit qu'on va commencer à avoir des pénuries d'électricité en 2027. Ça s'en vient vite. Écoutez, en ce moment, tout est en place pour une crise. Mais on va y revenir avec la démission de Sophie Brochu là-dessus. Mais tout ça pour dire que l'année 2022, tant qu'à moi, a été marquée par les enjeux énergétiques. L'Europe est en crise énergétique et au Québec, ben, on est en train d'employer des politiques qui pourraient nous mener à la même situation que l'Europe en ce moment. Donc, peut-être mieux vaut être pragmatique et c'est ça, prioriser la sécurité énergétique plutôt que la transition. Bon, évidemment, on a eu aussi la campagne électorale hein, le 3 octobre. Donc, ça a fait en sorte que là, c'est comme si la CAQ s'est révélée un peu plus. Tu sais, la CAQ de 2018 était comme le PCQ de 2022. Se faisait accuser d'être Trumpiste,
se faisait accuser de tout. C'est drôle, hein? C'était exactement les mêmes accusations qu'on donnait à la CAQ en 2018 qu'on donnait au PCQ en 2022. Euh, mais la CAQ de 2022 est comme sortie de cet aspect plus idéologique de on va ramener un petit peu le Québec plus à droite parce que là, ça commence à plus avoir de bon sens. On va faire le ménage, hein, c'était le gros truc, on va faire le ménage. Mais là, c'est rendu que il n'y a plus de ménage, c'est rendu des accumulateurs compulsifs. La CAQ est devenue comme un parti de pouvoir, un parti centriste qui est au centre et qui donc dilue toutes ses positions par opportunisme. Donc accueille aussi toutes les opportunistes des autres partis politiques, que ce soit le Parti libéral, PQ, etc., réalise que la CAQ est tellement prépondérante que pour les prochaines années, c'est le seul véhicule politique pour une carrière politique, disons, assurée. Donc là, les anciens militants d'autres partis sont tous en train de rentrer à CAQ. Et comme je dis, c'est bien beau d'être un parti de pouvoir, hein, qui se veut centriste. C'est souvent le monde essaie le plus possible d'être centriste parce qu'il considère que d'être trop biaisé, disons, à droite ou à gauche, fait preuve d'une mauvaise foi, de militantisme. Mais à l'inverse, d'être trop centriste fait en sorte qu'il n'y a pas de prise de décision. Ça sert à quoi au bout du compte? C'est juste de la gouvernance au jour le jour. C'est juste, bon, ben, les petits Québécois, on fait ça comme ci, comme ça. Tu sais, il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de vraies réformes de profondeur, il n'y a pas de projet de société. On reste enfermé dans pas de chicane dans la cabane et dans cette espèce de gouvernance très, très mollassonne. Et ben c'est ce que la CAQ est devenue et a réussi à avoir, écoutez, 90 sièges et plus. Là, la CAQ vraiment a tout remporté. Et le PCQ, par contre, qui a fait une remontée extraordinaire sous Éric Duhem. Je veux dire, c'était un parti qui était pratiquement inexistant avant Duhem. Et il y a quand même eu des bons moves stratégiques entre la CAQ puis le PCQ. Parce qu'on le sait, le PCQ de Éric Duhem était plus centré sur la pandémie. Et là, c'est comme si tout le monde l'attendait sur ce terrain-là. Mais justement, d'un côté plus stratégique, c'est comme s'il s'est dit, comme je disais, tu sais, l'été est passé, les Québécois sont complètement passés à autre chose. Legault disait c'est des vieilles histoires et il a quand même raison, comme je dis, les Québécois sont un peu bipolaires. Là. C'est comme l'été ou l'hiver, c'est deux trucs différents. Là. Donc là, on était rendu comme fin de l'été. C'est comme si le PCQ s'est dit non, on va aller directement sur les enjeux économiques. Donc dans les premières semaines de la campagne, je me rappelle à quel point toutes les partis confondus, la CAQ et le parti conservateur, la CAQ dans le fond, et tous les autres partis étaient un petit peu sur la défensive parce que le parti conservateur était complètement à l'assaut sur tous les enjeux économiques. Inflation, exploitation des ressources, etc. Et là, ça a fait en sorte que c'est comme si la CAQ s'attendait à avoir à traiter avec des petits complotistes et tout le kit, là. Mais finalement, ils se sont fait prendre au dépourvu. Puis là, la CAQ s'est mis à accumuler. Bon, nous aussi, on va couper les impôts. Nous aussi, on va faire ci, on va faire ça. Donc, la campagne a commencé avec une initiative. C'était le PCQ qui prenait l'initiative. Mais au bout du compte, après, bon, ça a été quoi le résultat? Et là, suite à cette élection-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on s'est mis à parler plus des enjeux très, très québécois. Français, serment au roi. Et écoutez, je suis pas contre. Mais comme je disais tantôt, je trouve que les Québécois s'acharnent trop sur les conséquences des choses et pas assez sur les causes. Donc, parler du français constamment, c'est bien beau. Mais c'est pas le français qui décline au Québec. C'est la culture québécoise qui décline. Donc, c'est la culture qu'il faut alimenter. Une culture vivante, hein, puis dynamique, ça ne se pose pas de questions sur sa langue. La raison pourquoi le français décline, c'est parce que la culture québécoise n'est plus attirante. Ça a l'air d'être juste un espèce de club select de Montréal hein, sur les plateaux de télévision, etc. Le monde ne se reconnaît pas là-dedans dans le reste du Québec. Donc, il y a l'enjeu de la télé aussi. La télé en 2022, pour toutes les générations montantes, la télé, c'est pas vraiment quelque chose qui est... à long terme, ça va disparaître. Là. Tout le monde le sait. Donc, les générations montantes n'écoutent plus la télé. Donc, nécessairement, c'est sûr que si tu es tout le temps sur Internet, et je tiens à rappeler aussi que dans les 2 dernières années, on a été tous enfermés chez nous, on était en confinement, on était obligés d'être tous sur Internet. C'est sûr que ça n'aide pas la langue française, ça. Donc, bon, il y a tous ces enjeux-là, mais comme je dis, c'est qu'au bout du compte, il va falloir que les Québécois recultivent cette espèce de côté décomplexé par rapport à leur culture et recultivent un goût pour leur culture. Et c'est pas en bannissant des fêtes nationales, c'est pas en essayant d'être respectable qu'un peuple affirme sa culture. C'est tout simplement en l'affirmant. Donc, il faut que les Québécois, à un moment donné, se sortent un peu la tête du cul et
aille de l'avant là-dedans. Et pour ce qui est du serment au roi, ben, encore là, je comprends que les Québécois n'aiment pas la monarchie britannique. Je comprends que pour eux, c'est un avancement phénoménal. Je trouve juste qu'on a passé des mois à parler de ça. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'autres sujets qui étaient laissés de côté. Et tous ces enjeux-là étaient initiés par un parti qui a élu 3 députés. Les Québécois traitent encore le Parti québécois. Et écoutez, le Parti québécois, là, c'est un des partis qui a fait le plus de réformes au Québec. Il faut le dire, c'est un des partis un des meilleurs partis que le Québec a jamais eu. Mais je trouve qu'il y a un problème à juste. Il faut qu'à un moment donné, les Québécois, ils fassent suivre un petit peu leurs idées dans des actions politiques. Dans le sens où, là, tout le monde parle de Paul Saint-Pierre Plamondon comme « Ah, il est donc bon, il est donc raisonnable, il est donc parfait, etc. etc. » Vous l'avez juste élu 3 députés du PQ. C'est un micro-parti. Et c'est lui qui décide pour l'ensemble des Québécois si on a un serment au roi ou pas. Je trouve que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Que les Québécois soient d'accord, je comprends. Mais le processus politique qui a mené à l'abolition, disons, du côté obligatoire du serment, je trouve que ça n'a pas de sens de faire ça comme ça. Mettez-le dans une plateforme, faites-vous élire et mettez ça en place. Mais à ce que je sache, les gens qui ont voté pour la CAQ n'ont pas voté pour abolir le serment au roi. Comme je dis, ils sont peut-être d'accord, mais d'un point de vue du processus politique, ceux, admettons, qui étaient en faveur du serment au roi, ils ont été laissés complètement de côté. Vous me direz, on s'en fout d'eux, mais ça fait pas de sens quand même. Un parti de 3 députés qui décide pour tout le Québec. Puis cette attitude-là, hein, c'est que le PQ, même s'il ne remporte plus rien d'un point de vue politique, même si c'est littéralement, comme je dis, un petit parti, un micro-parti, on parle tout le temps de victoire morale. Hein. Le PQ est toujours dans la victoire morale. Il y a un attachement comme viscéral, un espèce de côté nostalgique hein, par rapport au PQ qui fait en sorte qu'il y a un traitement de faveur que je trouve qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en revienne. Hein. C'est comme, soit vous êtes pour le PQ puis vous votez pour lui, ou soit, ben, sacrez-nous patience. Là. Parce que là, le PQ, il a une portée beaucoup plus importante que son véritable poids politique dans l'Assemblée. Ce qui fait pas vraiment de sens. Comme je dis, c'est simplement l'espèce d'émotivité, de la sensibilité à l'égard de ce parti-là, qui est vénérable, qui a eu ses victoires dans le temps, mais qui l'a peut-être passé à autre chose. Donc, c'est ça. Sinon, bon, dans les derniers temps, c'était plus à l'international. On a vu Elon Musk hein, qui a pris le contrôle de Twitter. Ça a fait beaucoup de gens s'arracher leur chemise. Et sur cet enjeu-là, je veux juste dire un point, c'est que je crois qu'il y a une exagération quand le monde il disait « Ah là, tous les nazis vont revenir, etc. » Écoutez, il a présenté les documents et c'est avéré qu'il y avait un billet clair contre les conservateurs sur la plateforme. Donc, vous ne viendrez pas me dire c'est une catastrophe si on rétablit un équilibre. On parle pas de bannir des gens de gauche, on parle au bout du compte de débannir de ramener, de lever le bannissement de certains commentateurs conservateurs sur la plateforme. Bon, puis bon, au niveau de ces politiques, faire payer pour le crochet bleu, who cares? C'est pas très grave. Je pense pas que Twitter peut être pire que ce qui était déjà. Tout le monde le disait déjà que Twitter, c'était un des lieux les plus toxiques sur Terre. Hein. C'est des meutes de woke qui s'attaquent aux gens, qui font du doxing à longueur de journée. Je veux dire, ça peut pas être vraiment pire. Seule affaire que je dirais, je crois que c'est vrai que Elon doit parfois peut-être apprendre à se la fermer. Je ne peux pas parler des politiques internes d'une entreprise sur la plateforme de l'entreprise. Je veux dire, qui parle des politiques internes de Tesla sur Twitter, c'est une chose. Mais de parler des politiques internes de Twitter sur Twitter, oui, je comprends l'enjeu. Peut-être qu'il voyait ça comme, tu sais, faire ça en toute transparence. Mais dans son cas, son côté un peu autiste, son côté un petit peu bizarre, fait en sorte que il perd en crédibilité pas mal. Et ça donne l'impression qu'effectivement, ces politiques sont juste des coups de tête. Je veux dire, que t'aies des politiques à un coup de tête, si t'es un génie comme Elon Musk, ok, fair enough, mais donne pas l'impression que c'est un coup de tête. Donne pas l'impression que tout ça est impulsif et qu'au bout du compte, tu prends pas ça. Ça donne l'impression qu'il ne prend pas vraiment ça au sérieux. C'était bien beau de rire un petit peu du CA de Twitter, de rire des politiques qui ont pris dans le temps, mais là maintenant c'est rendu toi le boss. Ça sert à rien de délégitimiser ta plateforme. Donc, c'est ça. Je trouve juste que Elon Musk se décrédibilise un peu en faisant ça. Et là, tu sais, l'apogée de ça a été quand il
quand il a fait son sondage pour savoir s'il devrait rester CEO, c'est comme pourquoi tu fais ça? C'est qui qui soumet, dans le fond, son avenir professionnel dans une entreprise euh, à, dans le fond, à la décision du public comme ça? D'autant plus que tu le sais que le public sur Internet, là, c'est pas nécessairement très fiable. On peut bien dire démocratie, mais démocratie directe, de même, ça peut donner n'importe quel résultat. Ça peut donner des horreurs. En tout cas, de toute façon, si son but, c'est de ne plus être CEO, bon, il s'est peut-être donné une raison par la bande, mais je trouve juste que, c'est ça, je trouve juste que Elon Musk a tendance à se décrédibiliser. Après, il faut quand même reconnaître que les médias sont très bons pour décrédibiliser du jour au lendemain n'importe qui rentre plus dans leur ligne. Donc, on l'a vu, hein, c'est tout le temps la même chose. Une personne très appréciée dans la société, du jour au lendemain, si elle se présente et elle a des opinions un petit peu plus conservatrices, boum, c'est rendu un paria et on veut plus en entendre parler. Mais en tout cas, c'est juste que je trouve que Elon, ça aide pas nécessairement là-dedans. Et pour finir, dans les derniers mois aussi, entre l'automne et l'hiver, ce qu'on a vu, c'est aussi les actions extrêmement prédatrices de la Chine sur notre territoire. Je pense que c'est aussi à relever là, pour l'année 2022 et ça va être un gros enjeu dans les prochaines années. Euh, la Chine agit sans scrupule sur notre territoire. Elle peut faire ce qu'elle veut. On a appris qu'elle ouvre des stations de police. Hein. Ils disent que c'est des stations de service là, pour des affaires pour traiter des trucs de passeport avec les Chinois. Mais on le sait très bien qu'ils ont des agents sur le terrain qui opèrent de là. Qui peuvent soit faire des menaces à des ressortissants chinois sur notre territoire, tout autant que des agents qui vont se faire engager dans des partis politiques. Donc, on le sait qu'ils sont ingérés dans la campagne de 2019, probablement aussi dans celle de 2021, là, de toute évidence. Donc, ils se font littéralement engager dans des équipes de campagne. Ils essayent d'altérer le message de candidats. Ou ben non, à l'inverse, ils essayent de nuire à d'autres candidats en le salissant ou en le menaçant. Donc, on a vu ça. On ne sait pas encore qui. On ne sait pas encore. Puis il y avait un réseau de financement, dans le fond. Réseau de financement clandestin. On ne sait pas encore quel parlementaire qui siège en ce moment à la Chambre des communes a reçu de l'argent de la Chine. Donc, on sait qu'il y a ça, mais on ne fait rien vraiment par rapport à ça. Donc, vraiment troublant. Il va vraiment falloir qu'on change d'attitude par rapport à ça. Parce que, dans le fond, on se fait rire de nous. Les Occidentaux, on veut tellement être respectable, on veut tellement être gentil, que c'est rendu on a perdu un peu ce réflexe-là de toute société saine de protection. On a perdu ce réflexe-là d'empêcher des agences d'espionnage de l'étranger de venir opérer sur notre territoire. C'est complètement ridicule. Et d'autant plus que je veux le dire, la Chine fait ça, mais l'Iran aussi fait ça. Il y a beaucoup de ressortissants iraniens, beaucoup de militants iraniens sur notre territoire qui disent il y a des agents de la République islamique d'Iran qui opèrent sur le territoire canadien, qui nous menacent, qui menacent nos familles en Iran. Dans le fond, ils disent si tu ne te fermes pas la gueule au Canada, ta famille en Iran, il va avoir des problèmes. Donc, on commence à avoir un modus operandi de n'importe quelle puissance, de moyenne à grande puissance, n'importe quel pays étranger qui est un peu opposé à nos politiques peut venir opérer sur notre territoire sans aucun problème. Donc, c'est pas des très bons précédents qu'on est en train de créer. Là. Il faut à un moment donné qu'on se ressaisisse, puis ces agents-là sur le territoire, qu'on les arrête, puis qu'on en fasse un cas plus intense. Je ne dis pas de tomber dans une espèce d'ère macartiste où n'importe qui est rendu comme des supporters de la Chine ou de l'Iran, mais tout de même, il faut protéger nos... les gens qui sont venus, qui sont exilés au Canada pour fuir, dans le fond, la Chine ou l'Iran, c'est notre devoir là, de les protéger. Là. C'est pour protéger nos idéaux, la liberté, qu'on a ce devoir-là de le faire. Si on ne le fait pas sur notre propre territoire, on peut dire que dans le reste du monde, ça ne va pas être pris tellement au sérieux. Et on a vu aussi le fait, quand Xi Jinping avait reproché à Trudeau là, sur toutes les plateformes, et tout le monde riait et tout. Écoutez, je comprends là, que oui, on aime ça rire de Trudeau, mais dans cette situation-là, Trudeau s'est quand même tenu pour nous. Il a dit non, ici c'est comme ça que ça marche, on est une société libre. Et pour une rare fois, il faut y donner. Là. Trudeau s'est tenu pour nous et jamais je me mettrai du côté de Xi Jinping, même si Trudeau a l'air d'un ticoun. Fait aucun sens de se mettre du côté de Xi Jinping qui est en train d'adopter tous les traits les plus détestables de Mao Zedong. Il est en train de faire revenir la Chine littéralement dans une espèce de communisme à la Mao. Et on a vu dans les derniers temps, c'était la première fois qu'il y a eu des manifestations aussi intenses depuis 1989, là, depuis Tiananmen. Et là, ils ont levé toutes leurs restrictions sanitaires. Tout ça pour rien au bout du compte parce que là, ils ont une remontée des cas.
En tout cas, tout ça pour dire que la Chine, dans les dernières années, on le sait, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et ben, c'est ça, c'est rendu un enjeu fondamental. Fait que pour 2022, c'est sûr que ça l'a marqué pas mal l'année. Et ben, c'est ça, tout ça pour dire ça, notre année s'est terminée avec, comme je disais tantôt, les tempêtes hivernales. Hein, la tempête que, ben, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ont passé les fêtes dans le noir. Et ça nous rappelle l'importance de la sécurité énergétique, comme je disais. Parce qu'on aura beau se dire que oui, il va toujours avoir des tempêtes, il va toujours avoir des arbres qui vont se casser, toujours des poteaux à remplacer, des transformateurs, etc. Mais ça reste qu'on le sait que la vérificatrice générale avait fait un rapport récemment, puis on le sait que notre réseau est vieillissant. La moitié du réseau serait à remplacer en ce moment. Ils font moins d'émondage des arbres, etc. Donc, dans les dernières années, il y a eu des lacunes au niveau de l'entretien, et c'est ce qui fait en sorte que déjà en ce moment, mais pour les années à venir, ça va continuer. On va avoir de plus en plus de pannes de plus longue durée. C'est ça les résultats du rapport. Et là, c'est pour ça que je vous disais tantôt, là, si on essaye de tout convertir à l'électricité, hein, voiture, etc., ben, avec un réseau qui, déjà, le réseau de distribution est vieillissant, d'autant plus que là, on va tomber en pénurie en 2027, il va falloir qu'on construise d'autres barrages. Le go, il dit qu'il faut qu'on construise la moitié d'Hydro-Québec d'ici 2050. On est en train de se tirer dans le pied. Là. C'est bien beau la transition écologique, mais déjà le Québec, on est déjà dans les places les plus vertes en Amérique du Nord. Puis en plus de ça, c'est ça, je trouve c'est vraiment une bonne manière de ruiner notre sécurité énergétique au point où, ben, tu sais, dans les prochaines années, ça se pourrait que le Québec se retrouve tellement dans merde qu'ils doivent justement euh, exploiter plus de gaz, de charbon, etc. Les gens, ils croient pas. Les gens, ils croient que Hydro-Québec fait juste ça pour vendre plus d'électricité aux Américains. Mais c'est vrai, là. Hydro-Québec, je veux dire, les heures de gloire d'Hydro-Québec, c'est quoi? C'est entre les années 70 et 80. Je veux dire, on est rendu en 2022, là, ça fait quand même longtemps, notre réseau est vieillissant, on n'a plus les mêmes capacités énergétiques, la population augmente, je veux dire, il y a plein d'entreprises qui consomment plus d'électricité, les voitures électriques arrivent. On, on va pas être confortable énergétiquement toute notre vie. Là. Il faut apprendre à vivre avec et s'assurer qu'on ait une bonne sécurité énergétique. Donc, pour revenir sur les tempêtes hivernales, moi, j'étais avec ma famille dans un chalet durant les fêtes. C'était assez ironique de réaliser qu'au pays de l'hydroélectricité, bon, on a passé les fêtes au gaz. Je veux dire, tout était. On avait loué un chalet, là, on a été en panne durant des jours. C'est bien beau les chandelles, mais il y avait un poêle au gaz qui était plus comme esthétique là, qu'un vrai foyer. Là. Mais bon, ça fournissait de l'éclairage, un peu de chaleur. C'est sûr que ça, on l'a fait aller. On a tout changé notre menu pour le faire sur le barbecue, donc au propane. On est allé s'acheter des lampes au propane. On s'est allé s'acheter un petit four de camping au propane. Donc, en dedans d'une journée, malgré tous les idéaux écologistes qu'on peut avoir, ça prend juste une panne pour qu'on retombe tout intégralement aux hydrocarbures. Donc, ben c'est ça. C'est ça pour dire que plus on va être sécuritaire d'un point de vue énergétique, plus on va pouvoir se permettre de transitionner. Mais d'ici là, si tu veux transitionner trop vite puis ça porte atteinte à la sécurité énergétique, ça crée juste une situation où on retombe très rapidement dans les énergies plus polluantes. Donc bref, c'était pas mal ça pour l'année 2022. Donc on va passer à notre deuxième thème. Donc Jordan Peterson, vous avez sûrement vu ça passer. Jordan Peterson, dans le fond, l'Ordre professionnel des psychologues d'Ontario ont demandé à Jordan Peterson de se soumettre à ce qui a toute apparence d'une espèce de rééducation politique. On veut qu'il se soumette à un cours d'étiquette des réseaux sociaux parce qu'on n'est pas... On considère que ces tweets sont problématiques. Ou en tout cas, il y a des gens qui se sont plaints de certains de ces tweets. Donc des tweets qui disaient à critiquer Trudeau ou qui offraient un certain soutien, dans le fond, à Poilievre qui lui critiquait Trudeau. Donc, des tweets au bout du compte, tout ce qu'il y a de plus banal pour n'importe quel individu, n'importe quel citoyen qui a droit de se prononcer sur la politique sur les réseaux sociaux, mais il y a certains de ces... certaines personnes, dans le fond, des woke, de toute évidence, qui se sont plaints et qui ont dit que ça portait atteinte, hein, que ça donnait... que ça leur causait un stress psychologique et étant psychologue, c'était pas professionnel de faire ça. Et donc là, ben c'est ça. L'Ordre des psychologues d'Ontario a demandé à ce qu'il aille se soumettre à ça. Évidemment, lui, il veut pas. Je pense qu'en plus, il pratique même plus en ce moment, mais c'est une question de principe. Il va pas. C'est sûr qu'il va pas se soumettre à ça.
Et sur les réseaux sociaux, il est allé de l'avant pour dire que c'est ça, c'est de toute apparence une espèce de forme de rééducation euh, politique. Et que c'est là où on voit toute la dérive du wokisme et de cette nouvelle société où tout doit s'aligner sur les grands axes décidés par en haut. Donc, euh, donc, oui, les ordres professionnels, on considère souvent que c'est pour protéger la population contre les mauvaises pratiques, disons, de certaines personnes dans certains corps de métier. Mais là, à ce stade-là, c'est pas des mauvaises pratiques, c'est littéralement d'essayer de refaçonner le discours. En plus, Jordan Peterson, qui est rendu chroniqueur, chroniqueur, c'est-à-dire il fait des vidéos et des capsules pour le Daily Wire, qui est quand même un média conservateur de droite américain. Donc, en tout cas, là, il est tout dans cette espèce de croisade-là contre ça. Et il y a beaucoup de monde qui, justement, sont ultra offusqués de ça. Et même, il a reçu le soutien récemment de Poilievre. Poilievre qui a cité Voltaire, littéralement. En fait, puis on le sent et de la manière qu'il dit. Il cite ce que les gens attribuent à Voltaire, dans le sens où c'est pas Voltaire qui a dit la phrase que je vais dire là, mais le monde l'attribue souvent à Voltaire. Le fait de dire je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Donc, c'est un classique qu'on attribue à Voltaire, mais c'est pas nécessairement Voltaire qui l'a dit. Bref, parenthèse. Mais tout ça pour dire que Poilievre l'a soutenu là-dedans. Il y a eu des manifestations récemment aussi à Toronto en soutien à Peterson. Donc, Peterson qui est déjà comme une figure qui était controversée dans le temps pour ses commentaires où il disait qu'il n'était pas contre les trans, il n'était pas contre non plus de les appeler par des pronoms de leur choix. Il était contre le fait que le gouvernement oblige qu'on les appelle par le pronom de leur choix. Donc encore là, c'est une dynamique où c'est pas nécessairement d'être pour ou contre une chose, mais c'est le fait de se faire forcer. Donc, même chose ici, c'est le fait que l'Ordre des psychologues d'Ontario le force à avoir une formation. Sinon, il perd sa licence. Là. Donc, un combat à prendre en compte et qui risque de faire couler encore de l'encre dans les prochaines semaines. Sinon, par rapport à McKinsey, vous avez sûrement vu aussi passer. C'est à suivre aussi. Là, au fédéral, les partis d'opposition ont demandé une commission d'enquête parce qu'au bout du compte, je pense que si je me souviens bien des chiffres, le gouvernement Trudeau a dépensé 30 fois plus que ce que Harper a dépensé durant tous ses mandats. Donc, entre 2006 et 2015, Harper il avait dépensé 2,2 millions, je pense, pour McKinsey. Et Trudeau, c'est comme à la hauteur de 88 millions, de quoi du style. Ça dépend des chiffres, comme les dates qu'on prend, mais c'est vraiment des sommes pharaoniques. Ça n'a aucun sens. Les consultants de McKinsey se font payer 35 000 par jour. Les informations que tu dis, j'espère qu'ils sont pertinentes parce que ça n'a aucun sens. Et au fédéral, dans le fond, McKinsey, la majorité de leurs contrats, c'était par rapport à l'immigration. Donc, on vient de réaliser que, dans le fond, toute cette espèce de truc-là, le Century Initiative, de faire monter la population à 100 millions au Canada, etc., ça vient tout de McKinsey. C'est McKinsey qui tire les cordes, littéralement, dans ce dossier-là. Dans le fond, c'est comme si on est en train de retirer à notre fonction publique. T'sais, on paye une fonction publique pour s'occuper de ces affaires-là. Puis c'est normal que des fois, les gouvernements et la fonction publique fassent affaire à des experts externes. Des fois, pour des sujets plus précis, plus touchés. C'est normal d'un point de vue contractuel d'aller chercher des experts. Mais là, c'est rendu que c'est comme s'ils sont en train de déléguer toutes nos sphères de compétences. Donc là, c'est comme si, certains l'ont dit, c'est comme rendu un espèce de gouvernement supranational qui contrôle plein de gouvernements. Parce que on n'est pas les seuls au Canada, là. Aux États-Unis, c'est la même chose. En France, c'était au printemps passé, ça fait 9 mois. En France, il y a eu des commissions d'enquête. Même, ils soupçonnaient du blanchissage d'argent. Parce qu'ils ont relevé, pas juste à McKinsey, mais à toutes les agences d'expertise conseil en France, c'est à la hauteur de 900 millions de dollars que la France a payé des expertises conseils pour la gestion de la pandémie. 900 millions. Donc, on approche du milliard. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Qui était déjà en France. Nous, ça a pris plus de temps, mais là, ça a été révélé que nous aussi, au Québec, Legault a fait affaire avec McKinsey pour la gestion de la pandémie aussi. Nous aussi, quelques millions là-dedans, 35 000 par jour. Et là, au fédéral, on a vu Trudeau, lui, il est complètement accro à ça. Son gouvernement, ça n'a aucun sens qu'il dépense. Donc, comme je vous disais, là, il y avait l'immigration qui est
pas mal déterminé par les lignes de McKinsey. Et il y a aussi la défense nationale, donc notre armée. Et il y a beaucoup des angles, dans le fond, ils veulent la moderniser avec des angles de McKinsey. Et quand tu regardes, tu vois direct que c'est du verbiage woke à fond la caisse. On parle de... Parce qu'il y a eu toutes les... La raison de ça, c'est tous les enjeux d'agression sexuelle dans l'armée qui sont très légitimes. Il faut régler ça. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais là, c'est comme si on va dans l'autre inverse complètement. On dit, bon, là, on parle d'inclusion, de diversité, etc. Donc, on est en train de vouloir rendre l'armée canadienne woke, alors qu'on s'entend que l'armée canadienne, ce qu'elle a besoin, c'est plus d'équipement ces temps-ci. Là, on est en train de payer un système antimissile à l'Ukraine qu'on n'a même pas nous-mêmes. Mais nous, ce qu'on fait, c'est rendre l'armée plus woke, plus inclusive, plus diversifiée. Vous le savez maintenant, vous le savez. Dès qu'on dit inclusion, diversité, etc., vous le savez que ça vient tout du culte. Ça vient tout du culte, ça vient du dogme. C'est les mêmes angles, c'est les mêmes axes stratégiques woke. C'est la même chose, c'est l'imposition du dogme un peu partout. Et bon, c'est McKinsey qui est derrière ça. Donc, un autre gros investissement de plusieurs dizaines de millions allait là-dedans. Donc, immigration, défense. Deux enjeux qui sont primordiaux pour la sécurité nationale d'un pays. On va se le dire. C'est McKinsey qui tire les ficelles de deux des enjeux les plus primordiaux pour notre sécurité nationale. Fait aucun sens. Aussi, gestion de la pandémie. Comme je disais, Legault a fait affaire avec McKinsey. Donc, j'ai fait une joke aujourd'hui en disant, tu sais, quand il nous disait il faut suivre la science, j'ai l'impression que la science là, entre 2019 et 2021, c'était McKinsey. c'est eux qu'on suivait à la lettre. Et à la France, même chose. Donc, cette idée-là d'un gouvernement du supranational, c'est vrai, tu sais, puis on a critiqué tous les complotistes depuis quelque temps, tout, mais la gestion mondialiste, c'est de quoi qui existe depuis longtemps. Je veux dire, tous les idéaux de l'ONU, tous les idéaux justement du Forum économique mondial, toutes les G20, G8, etc., c'est toutes des initiatives mondialistes qui visaient ultimement à tout aligner les politiques de tous les pays sur les mêmes axes, sur les mêmes angles. Et là, quand tu vois que tu as McKinsey, qui est une compagnie en plus privée, qui, au bout du compte, est comme devenu derrière tout ce genre de politique-là. Et là, on n'est même plus dans la technocratie, on n'est même plus comme dans l'espèce de gouvernement d'élite dans la sphère publique, dans l'État, les fonctionnaires, etc., qui décident de tous les angles à la place des politiciens qui, eux, relèvent du peuple. Là, on est encore plus loin. C'est même plus la fonction publique qui décide. C'est des gens engagés par la fonction publique pour faire leur job à leur place. Donc, c'est scandaleux. Scandaleux. On est en train de perdre, dans le fond, nos moyens politiques, nos moyens d'agir sur la société et de les déléguer à des experts mondialistes qui ont des angles qui en plus, font aucun sens. Et il y avait des commentaires dans des articles que j'ai lus qui disaient que je crois que c'était les gens à l'immigration qui disaient, ils nous disent des phrases un peu vagues, on va réformer, moderniser le système d'immigration. Ils disaient, on a reçu une dizaine de meetings, mais à part ça, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. À 35 000 par jour, on ne sait pas ce qu'ils font, puis ils font une dizaine de meetings, puis ils disent des phrases creuses comme on va moderniser l'immigration. À 35 000, je me demande justement, c'est peut-être une manière de blanchir de l'argent à ce stade-là. Je veux dire, les montants sont tellement faramineux que ça fait aucun sens. Donc, c'est ça. Donc, à suivre, McKinsey. Là, les partis d'opposition à Ottawa ont demandé ont demandé ont demandé une commission d'enquête. Je suis désolé. Tellement de sujets aujourd'hui, je perds un petit peu l'esprit. D'ailleurs, si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. C'est toujours un plaisir pour nous de vous offrir ça, la vidéo. C'est toujours un plaisir d'avoir un feedback de votre part aussi. Donc, n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous. Donc, c'est ça, McKinsey à suivre. Donc, les partis d'opposition ont demandé une commission d'enquête. Et là, au provincial, j'ai vu que même QS... Vous savez, je ne suis pas un amateur de QS, mais il faut dire le bon coup. QS aujourd'hui a demandé une commission d'enquête par rapport au lien entre McKinsey et le gouvernement Legault aujourd'hui. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi. Maintenant, bien vite, on va aller voir, c'est ça, Sophie Brochu. Vous avez vu, démission de Sophie Brochu. Juste dire vite, parce que, bon, il y a eu, on en parle depuis toute la semaine. Vous avez déjà dû vous faire une idée et tout. Je ne vais pas nécessairement dire, est-ce que c'est elle qui a démissionné, est-ce que c'est le gouvernement qui lui a demandé de partir, etc. On le sait qu'il y avait une tension entre les deux. Mon point dans tout ça,
Et ça rejoint ce que je vous ai parlé tantôt par rapport à l'année 2022 où les enjeux énergétiques étaient si importants. C'est que tout ça, pour moi, peu importe que ce soit elle qui ait démissionné ou que ce soit le gouvernement qui l'ait renvoyé, tout ça témoigne d'une certaine panique dans le gouvernement. Une panique, une espèce de sentiment d'urgence. Comme quoi, oui, tous les axes. Legault, c'est comme je disais, hein, il est rendu centré s'il veut se faire aimer des écologistes depuis quelque temps. Donc là, il est rendu plus écolo que Greenpeace. Hein, il a aboli les hydrocarbures, etc. Il veut tellement maintenir, hein, cette image-là de nous, on va vers la transition écologique. Mais en même temps, il sait que ça fait pas de sens. Il sait que ça fait pas de sens, que Hydro-Québec est pas prêt à affronter une transition complète de notre économie vers l'électricité. Donc, ça fait en sorte que, c'est pour ça, là, il met son gouvernement en place. Il met un super ministre avec des pouvoirs étendus sur tout ce qui est développement économique, ressources naturelles, etc. Déjà, là, c'est une admission que, ouais, il nous faut un remède de cheval, là, parce que là, ça se passe pas bien, là. Donc là, super ministre, déjà, est une admission que c'est un peu problématique ce qui se passe en ce moment. Mais là, en plus de ça, tous les problèmes avec Hydro-Québec et là, la tension avec Sophie Brochu. Moi, j'ai émis l'idée, j'ai l'impression que Sophie Brochu a vu ça aller. La tempête s'en vient. Là. Je veux dire, le prochain dirigeant d'Hydro-Québec va avoir dans le mandat le plus intense depuis les années 70 là, pour remonter Hydro-Québec par rapport aux enjeux qu'on a actuellement. Donc, ça peut se comprendre que, tu sais, bon, à part avant la fin de son mandat, mais ça peut se comprendre qu'elle soit comme, bon, ok, là, le gouvernement, il s'entête avec des politiques qui vont vraiment nuire à Hydro-Québec dans les prochaines années. Il nous force à se revirer sur un dixaine d'une manière qui n'a aucun bon sens. Puis en même temps, il lâche un chien enragé en la personne de Fitzgibbon pour s'assurer que tout soit dans les lignes qu'ils veulent. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que tout ça témoigne d'une panique. Ils vous diront pas, ah, ça se passe vraiment pas bien, on va manquer d'électricité. Ils vont dire, ah, on va construire des barrages. C'est ça, ils le disent, mais je pense qu'il y a, dans tout le brassage, dans toute la controverse autour de ça, il y a une admission qu'au Québec, notre situation énergétique n'est pas très, très enviable en ce moment. Les Québécois sont tellement sûrs et certains d'être confortables d'un point de vue énergétique qu'ils oublient souvent ça. Ils ont l'impression d'être encore dans les années 70-80 quand ils venaient de construire les barrages. Puis quand on avait construit des barrages, en fait, qui produisaient trop d'électricité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait beaucoup d'argent en revendant nos surplus. Parce qu'on a juste construit des barrages beaucoup trop gros. Mais là, ils sont plus trop gros, ils sont rendus trop petits. Donc, il va falloir que les Québécois en reviennent et arrêtent de juste s'asseoir sur leur laurier et se dire, nous, on n'a pas de problème avec l'énergie, ça ne nous concerne pas. D'ici 10 ans, là, ça va être fini cette situation-là. Il va falloir, comme le reste du monde, qu'on se préoccupe plus des questions énergétiques. Puis ben c'est ça. Tout ça pour dire que tout cet enjeu-là dans les derniers temps, pour moi, je vois juste ça comme la panique est pognée au gouvernement et à Hydro-Québec là, en ce moment. Là. Donc là, ils sont en train de se demander, bon, là, comment on sort de ça. Et c'est pour ça qu'on a un super ministre. Et c'est pour ça que le prochain PDG d'Hydro-Québec, il va avoir du pain sur la planche. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense que ça fait le tour. C'était une émission plus longue, évidemment, parce que je voulais revenir sur les gros événements de 2022. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu moins de visuels un peu. Là, je viens de changer d'ordinateur. Au moins, ça ne bug pas. Donc, c'est déjà un début. Parce que mes autres vidéos, c'était un petit peu l'enfer. Donc, pour les prochaines émissions, ça devrait être mieux. On a aussi un plan là, pour les prochains temps. Je devrais avoir des invités. Ça devrait être intéressant. On va avoir prochainement, on va avoir Nicolas Gagnon de la Fédération des contribuables du Québec qui va venir nous parler un petit peu. Je pensais aussi inviter peut-être quelqu'un en France pour venir nous expliquer la situation là-bas. En tout cas, j'ai plein d'invités en tête. Ça devrait être une belle saison, ça devrait être plaisant. Donc, j'espère vous y retrouver. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à toutes nos pages. Et c'est un plaisir. Alors, à la semaine prochaine.